Ah, ben dis donc, ça fait du bien de reprendre un petit peu la route, hein, après une longue traversée du désert d'un an et demi dans laquelle je me suis refait d'un seul épisode un film à la patte. Ouais, désolé, hein, la route était un peu longue, hein, et en plus il y a plein de gens qui sont à côté. Hey, oh, wow, 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 hey, et la priorité c'est pour les clébards, Bogdan. Désolé. Ah tiens, il y a un cinéma là. Ah ben autant s'arrêter, hein. Ouh. Ah ben, ça faisait longtemps que je suis pas retourné dans une salle de cinéma. Ça m'avait beaucoup manqué, hein. Eh oui, je reviens d'une traversée du désert. Et moi, quand je pense aux traversées du désert, je pense bien sûr à des films post-apocalyptiques. Et je vais parler de ceux les plus connus. Je parle bien sûr de la saga de Mad Max et plus précisément de la trilogie réalisée par George Miller. Et je vais tout de suite commencer par parler de la première réalisée en 1979. Tout commence où George Miller, qui était médecin travaillant à Sydney, où il voit beaucoup de personnes blessées et d'autres décédées. Il est également témoin de nombreux accidents de voitures qui augmentent dans le Queensland rural. Lorsqu'un jour, dans un hôpital de Sydney, Miller rencontre le cinéaste amateur Byron Kennedy dans une école de cinéma en 1971. Les deux hommes produisent cette même année un court-métrage intitulé Violence Above Cinema Party 1 qui a été projeté dans de nombreux festivals de cinéma et qui remporte plusieurs prix. Quelques années plus tard, Miller et Kennedy décident de produire un long-métrage intitulé Mad Max. George Miller imagine alors une intrigue inspirée de son travail d'urgentiste. Il imagine un personnage dénué de sentiments et arpentant les routes pour soigner des accidentés. Par ailleurs, George Miller n'est pas satisfait des dialogues, il fait alors appel à un ami cinéphile, Jess McCausland, qui n'a alors aucune expérience de scénariste. Il accepte cependant la proposition, il intègre dans l'écriture des observations sur les effets de choc pétrolier en 1973 sur les automobilistes australiens. Il y a également un petit caméo de Jess McCausland, le co-scénariste du film qui apparaît dans le rôle de l'homme barbu en tablier en face du restaurant. Mais ils découvrent aussi qu'ils n'ont pas un budget suffisant avec seulement une somme de 350 000 $. Mais pour des raisons économiques, Miller a eu l'idée que l'histoire de Mad Max se passe dans un futur post-apocalyptique. Kennedy et Miller cherchent ensuite des financiers. Ils expliquent le point de vue du film à Graham Bird de Roadshow qui a été enthousiaste. Les producteurs ont estimé qu'ils ne seraient pas en mesure de lever des fonds auprès des organismes gouvernementaux parce que les producteurs australiens faisaient des films d'art et les sociétés et commissions semblaient les approuver sans réserve. Miller a bien avoué que c'était pas voulu que le film Mad Max soit un monde post-apocalyptique, mais le faible budget de 350 000 $ et que l'équipe n'a reçu l'autorisation d'utiliser que des bâtiments abandonnés, ce qui en fin de compte sera finalement utile pour donner un meilleur aspect d'une époque post-apocalyptique. Mel Gibson et Steve Basley sont les seuls acteurs à recevoir de véritables vestes et des pantalons en cuir, alors que les autres acteurs jouant les policiers doivent porter des tenues en cuir synthétique d'une qualité bien inférieure. D'ailleurs, on peut les voir au niveau des genoux des acteurs. Et évidemment, avec son budget assez faible, la production ne pouvait pas se permettre d'engager des figurants. Ainsi, la séquence de la première apparition du gang des motards a été filmée avec un véritable gang appelé Vigilance. Ce qui est un moyen pour la production d'économiser, d'autant plus que certains motards ont été payés seulement en packs de bière. Sachez, le film ne comporte pratiquement pas d'effets spéciaux. Ainsi, lors d'une scène, les motards ont été contraints de détruire une vraie porte en bois. Attention, va y avoir des spoilers. Lors du passage où Toy Cutter percute le camion de face, le camionneur embauché pour la scène n'est payé que 50 $ et ne souhaite pas abîmer son engin. De ce fait, l'équipe a installé une plaque de protection peinte en trompe-l'œil à l'avant du camion. D'ailleurs, vous pouvez voir ce détail fortement visible sur le plan large de profil. Pour les musiques, George Miller voulait un titre de partition musicale au même style que Bernard Herrmann, mais en gothique. Il embauche Brian May, oui, attention à ne pas confondre avec le guitariste de Queen, bien sûr, après avoir entendu ce dernier sur son travail sur le film Patrick. En plus de cela, on peut entendre plusieurs chansons absentes de la bande originale commercialisée comme Rocker d'ACDC ou Rolling Into the Night d'Akira Kuchida. À la base, c'est l'actrice Rosie Bailey qui doit incarner la fan de Max, mais avant le début du tournage, elle se brise les jambes lors d'un accident de voiture. Elle est finalement remplacée par Joanne Samuel. Lors de sa première distribution en France, le film a été classé X et fut amputé de ses scènes les plus violentes. Il a fallu attendre janvier 83 pour que la censure soit levée suite au succès de Mad Max 2, permettant ainsi au public de le découvrir en intégralité.
Lors de sa sortie américaine, le film a dû être entièrement doublé, les distributeurs estimant que l'accent australien pouvait nuire à la compréhension du public. Et évidemment, ce doublage n'a pas trop aidé au succès du film. On peut dire que George Miller a eu beaucoup de problèmes avec son film qui était jugé trop violent pour les jeunes. Voulant éviter le classement X, la censure accepte de projeter ce film en échange de quelques images coupées. Mais le réalisateur décrète que, mis à part des plans choquants de quelques secondes, ce n'est pas le film qui est violent, mais le climat général et la brutalité ambiante. En France, Mad Max devait sortir en salle sous le titre Matière hurlante et se voit aussi écopé d'un classement X par la commission et le contraignant à être diffusé dans des salles pornographiques. Mais toutefois, son classement sera finalement levé le 10 août 1981, et c'est tant mieux. Et il gardera aussi son titre original et il devra attendre en janvier 1982, soit près de 3 ans après sa sortie en Australie, pour être distribué dans les salles traditionnelles, obtenant une interdiction aux moins de 18 ans lors de son examen par la commission de classification des œuvres cinématographiques. Mais sera amputé de 6 minutes. Il devra attendre une ressortie en 1983, peu de temps après le succès en salle de Mad Max 2 pour que le film soit visible en version intégrale sur le territoire français. En 1990, le palier d'interdiction des longs métrages est réévalué sur le territoire français. Mad Max écope une interdiction de moins de 16 ans et cependant en avril 2015 à la demande du distributeur Warner Bros, le film est montré une nouvelle fois à l'assemblée plénière de la commission de classification pour la 8e fois qui émet dorénavant une interdiction au moins de 12 ans. La commission a en effet estimé que le climat oppressant ainsi que les scènes violentes, bien que souvent hors champ, sont susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En revanche, la stylisation de la violence, l'atmosphère non réaliste du film et le traitement des personnages ne justifient plus aujourd'hui le maintien de l'interdiction aux mineurs de moins de 16 ans et obtient un nouveau visa le 16 avril 2015 avec cette nouvelle classification assortie du label ARESC. Le film est interdit en Nouvelle-Zélande à sa sortie, dû peut-être à la scène de l'accident de Goose qui finit brûlé vivant serait en effet similaire à un accident survenu dans le pays peu de temps auparavant. L'interdiction est toutefois levée après une nouvelle fois le succès de Mad Max 2. Et bien sûr, sans Mad Max, pas de saut. James Wan et Leg Whannell, les scénaristes du film d'horreur, se sont en effet inspirés du final du film pour le piège principal imposé aux victimes du serial killer Jigsaw. Sachez aussi que l'acteur Hulk Kersim Bryan, qui joue le méchant principal Doc Cutter, est le seul acteur de ce film à être revenu dans le reboot de 2015 Mad Max Fury Road, où cette fois il joue le rôle de Immortal Joe. Le célèbre bolide noir surnommé l'Interceptor, qui a fait la réputation de Mad Max dans une Ford XB Falcon Group GT351 de 1973, il a été modifié pour les besoins du film. Si vous avez remarqué l'affiche du film, on voit cette silhouette qui porte un casque de moto et des protections aux poignets. Évidemment, Max ne porte jamais ses équipements dans tout le film, contrairement à son coéquipier Jim Goose qui les porte tout en chevauchant une moto. Ce qui nous révèle bien sûr que ce personnage sur l'affiche n'est pas Max, mais bien Jim Goose. Bien, maintenant passons tout de suite à sa suite Mad Max 2, sorti en 1982. Après la sortie de Mad Max, George Miller reçoit de nombreuses propositions à Hollywood, comme notamment de réaliser Rambo, mais avec Terry Hyke qu'il a rencontré lorsque ce dernier a écrit la novélisation de Mad Max. Il écrit le scénario d'un film d'horreur. Et George Miller est plutôt séduit par l'idée d'une suite à Mad Max après qu'on lui propose un budget important. Le film bénéficie ainsi d'un budget d'environ 10 fois plus élevé à celui de son prédécesseur. À cette époque, il était même le film australien le plus cher à avoir été produit. Le scénario est écrit par Ian Miller qui se rejoint par Brian Hannon. Mel Gibson reprend fidèlement son rôle de Max et c'est l'acteur lui-même qui a imposé le look de son personnage qui rappelle sûrement ses blessures passées. Comme par exemple, il aborde la manche droite coupée, rappelant qu'il s'est fait écraser son bras droit par un motard dans le premier opus et suggérant que les soigneurs lui auraient découpé la manche pour le soigner. Et il porte aussi une armature à la jambe gauche suite à sa blessure causée par un tir de fusil, et puis 2 doigts de son gant droit sont découpés pour pouvoir mieux recharger son arme, et porte sur lui quelques ferrailles qui est sûrement ses pièces de rechange pour sa voiture. D'ailleurs, sachez qu'il n'y a pas que Mel Gibson qui est revenu dans le second opus, puisqu'un autre acteur refait aussi son retour, c'est Max Fairchild qui jouait le rôle de Beno dans le premier opus, et dont là cette fois-ci il joue un petit rôle d'un prisonnier d'Humulgus qui est attaché à un véhicule. A l'origine, le personnage de Humugus se révélait être Jim Goose qui, après avoir survécu à ses brûlures, cachait son identité derrière un masque. Mais George Miller renonce finalement à cette idée. Et je trouve ça vraiment dommage.
Le chien de Max dans le film baptisé Dog, ou le chien en français, a été découvert dans un chenil alors qu'il devait être abattu le lendemain. Après le tournage, il sera adopté par l'un des opérateurs caméra. L'une des raisons qui explique que le choix du désert de Broken Hill était la certitude fondée sur des rapports météorologiques qu'il ne pleuvrait pas pendant tout le tournage. Surtout qu'il n'avait pas plu depuis 14 ans sur cette zone, paraît-il. Et pourtant, la production dut s'interrompre pendant plus d'une semaine car la pluie ayant contre toute attente fait son apparition. Et aussi le climat fut très froid au moment du tournage des scènes. Ainsi, pour avoir l'idée de la température, Mel Gibson s'est fié au postérieur de Warner West alias Wes, exhibé par son pantalon de cuir qui virait parfois au violet. Durant la longue et épique course-poursuite du film, un cascadeur s'est brisé la jambe alors qu'il devait survoler une carcasse avec sa moto. Malgré l'accident, la séquence sera conservée au montage final. On peut bien voir sur la scène que le motard s'envole dans les airs après avoir heurté une voiture, puis il tournoie dans l'air. Ouais, j'espère que le cascadeur a été très bien payé pour ça. Bien, maintenant passons tout de suite à Mad Max 3, ou plus connu sous le titre en français de Mad Max Au-delà du dôme du tonnerre, et réalisé en 1985. Ce film est le premier Mad Max à se faire sans le producteur Byron Kennedy qui est décédé en 1983 dans un accident d'hélicoptère. D'ailleurs, juste avant le générique, on peut lire l'hommage For Byron. Et surtout, George Miller avait beaucoup hésité à continuer sans lui et déclara plus tard qu'il était réticent à aller de l'avant et qu'il y avait une sorte de besoin de faire quelque chose pour surmonter le choc et le chagrin. George Miller co-réalise le film avec George Ogilvy, avec lequel il avait déjà travaillé sur The Dismissal, une mini-série sur la crise constitutionnelle australienne de 1975. Il utilise la même équipe de techniciens avec les mêmes techniques de répétition qu'il avait déjà développées. Lindsay Warner et Jane Fonda ont été envisagés pour incarner Entity, mais ce sera finalement la célèbre chanteuse Tina Turner qui obtient le rôle. En restant sur Tina Turner, cette dernière était vêtue d'une robe en cotte de maille pesant une 50aine de kilos. Ouais, c'est du lourd, hein. Pour le rôle des enfants, la production a fait le tour de toutes les écoles pour rechercher des jeunes à la fois talentueux et en parfaite condition physique. Finalement, pas moins de 60 enfants âgés de moins de 16 ans ont été choisis. Ils ont par la suite passé 2 mois à apprendre à chasser et à escalader. Il faut souligner la présence de Hungry Anderson, chanteur du groupe du hard rock Rose Tattoo, dans le rôle d'Acier. Et dans ce film, on retrouve Bruce Payne qui interprétait le pilote du gyrocoptère dans Mad Max 2 Le Défi, et il revient dans le 3e opus, mais cette fois avec un nouveau personnage nommé Jedediah. Après avoir inspiré le western dans les précédents opus, George Miller revisite cette fois le péplum. Le film paraît plutôt aseptisé par rapport aux 2 premiers opus, mais cela correspond aussi à la renaissance d'un monde civilisé. On trouve une communauté isolée d'enfants qui pourrait être inspirée par Sa Majesté des Mouches de William Golding et incarne un espoir de fonder un monde neuf sans le passé qui aurait été transmis par les adultes. Par ailleurs, le film situe pour la première fois clairement le lieu de l'action, l'Australie, puisqu'on aperçoit les ruines de l'Opéra de Sydney. 2 références plus discrètes figuraient toutefois déjà dans Mad Max 2, un cadavre de kangourou était visible au début du film, un personnage exhibé pour prouver l'existence d'une terre promise, et un dépliant publicitaire de la Sunshine Coast. Le film comporte plusieurs références au premier épisode de la série, comme le joueur de saxophone, comme la femme de Max qui jouait aussi du saxophone dans le premier opus, ou bien l'évocation du métier de Max avant la guerre nucléaire en disant qu'il était un flic de bagnole. Et par ailleurs, il se conclut par la chanson de Tina Turner, We Doesn't Need Another Hero, qui veut dire Nous n'avons pas besoin d'un nouveau héros, qui fait l'écho à la phrase du capitaine de la police Fifi McKenzie dans le premier film en disant We're gonna give an back tears heroes. Bon, pardon pour la prononciation en anglais, qui veut dire en français on va leur rendre leur héros. Et pour le 3e opus, cette fois-ci les musiques ne sont pas composées par Brian May, mais par le compositeur français Maurice Jarre. Et ben voilà. Bon, maintenant passons tout de suite à l'anecdote qui explose. Vous le savez peut-être pas, mais sachez que Mel Gibson n'avait pas du tout l'intention d'auditionner. Il était venu accompagner son meilleur ami et colocataire de l'époque, Steve Basley. Évidemment, il s'était fait beaucoup remarquer car il avait la figure tuméfiée après une bagarre dans un bar qui s'est produite la veille. L'acteur impressionne le directeur de casting qui lui demande de revenir pour incarner un des motards sans pitié du film. A son retour, le tout a dégonflé, Mel Gibson ayant retrouvé forme humaine, sa beauté et son charisme finissent de séduire et on lui offre finalement un rôle, mais pas celui d'un motard, mais celui de Max.
Et quant à Steve Astley, lui, il décroche celui du coéquipier et meilleur ami de Max, Jim Goes, alias Jim le Gorille. Et ben voilà, ça y est. Bon, ben, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ben, n'hésitez pas encore à liker et à partager. Et surtout de même commenter pour savoir ce que vous avez pensé. Et de raconter aussi des anecdotes que j'ai peut-être dû manquer. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas aussi à dire à quel prochain film vous voulez que je raconte des anecdotes. C'est le but. Voilà. Bon, et ben, du coup, ça m'a vachement manqué de refaire ce genre d'émission là. Ben, j'espère que je vais pas encore refaire une longue traversée du désert. Voilà, ben dites-moi si vous voulez que je revienne sur ce genre de truc. Et puis d'ici là, ben, je vous dis à plus, sayonara. Et que tout le monde reste fort. Et ciao. Et surtout, attention, le désert, c'est bien, c'est loin mais c'est beau. Comme disait Jacques Chirac, c'est loin mais c'est beau. Allez, ciao.